Les podcasts du Figaro. En montagne, chaque choix est déterminant. Poursuivre ou renoncer. Passer par telle arête ou telle autre. Et comment agir pour éviter une avalanche au son des premiers craquements? Comment se protéger de l'orage dès les premières gouttes de pluie? En 1961, 7 alpinistes se sont retrouvés piégés au cœur d'un Mont Blanc déchaîné. Ont-ils fait les bons choix? Au fil des siècles, les pics, aiguilles, pointes et dômes qui composent les sommets des Alpes ont été apprivoisés par de nombreux alpinistes dans des ascensions parfois tragiques, toujours glorieuses. Dans cette série de podcasts, le Figaro retrace les grandes ascensions qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme, de la performance sportive jusqu'à la conquête des plus hautes montagnes. La conquête des Alpes, une série originale du Figaro. Épisode 4. La vengeance du mont. Pilier central du Fresnay. Mont Blanc, 10 juillet 1961. Il est minuit. Un réveil hurle dans le silence. Quelques grognements se font entendre dans la baraque. Puis le silence revient, interrompu seulement par le froissement des couvertures. 4 alpinistes français rangent rapidement leurs affaires, encore endormis. Il faut partir vite. L'ascension sera longue. Autour du bivouac de la Fourche, accroché à plus de 3600 mètres d'altitude, le massif du Mont Blanc est éclairé par une multitude d'étoiles. Soudain, des bruits de ferraille retentissent dans le silence de la montagne. On entend le cliquetis des mousquetons qui s'entrechoquent. De qui peut-il s'agir, à cette heure, dans l'obscurité la plus totale? Les 4 amis restent pétrifiés. Les gonds rouillés de la porte laissent échapper un grincement, et 3 ombres apparaissent. Dans un italien chantonnant, une voix les salue amicalement. À ces mots, Pierre Mazot défaille. Nul besoin de présentation. Il ne peut s'agir que d'une seule personne. Mazot le croyait au Pérou, dans des sommets andins encore vierges. Pourtant, Walter Bonatti est bien là, prêt pour l'assaut. Il a l'audace de venir les narguer au moment du départ. Les Français, Pierre Mazot, Antoine Vieille, Pierre Coleman et Robert Guillaume, observent les 3 Italiens, Walter Bonatti, Andrea Oggioni et Roberto Gallieni. À 3600 mètres d'altitude, accrochés sur l'arête de la Brinva, l'élite de l'alpinisme se fait face dans 10 mètres carrés de tôle frêle. Car le pilier central du Fresnay reste encore invaincu. Ce sont 700 mètres de granit qui s'élancent depuis le glacier supérieur du Fresnay pour atteindre l'arête du Brouillard et déboucher sur le sommet du Mont Blanc. Le pilier central est réputé infranchissable. 2 expéditions se sont déjà conclues par un échec cuisant. Le Mont Blanc garde la pureté de sa dernière grande voie. Dans la cabane de tôle, Antoine Vieille, le plus jeune alpiniste de la bande, propose que tous unissent leurs forces. Une clameur commune retentit. Toutes les rivalités sont oubliées. On s'embrasse et on s'esclaffe. Dans un grand geste de fraternité, Français et Italiens graviront le pilier côte à côte. L'enthousiasme est à son comble. Les alpinistes, fleurs au fusil et cigarettes au bec, s'élancent sur le vaste glacier de la Brinva et dévorent les premiers dénivelés. La montée jusqu'au col de Peuteret est périlleuse. Dans le couloir gelé, Walter Bonatti taille les marches pour sécuriser la trace. Les Français suivent. Robert Guillaume,
le grimpeur solitaire des aiguilles de Chamonix, Pierre Colman, le contemplatif et pas moins aguerri, Antoine Vieille, le plus jeune mais le plus fort, dont la candeur égaye ses compagnons. Plus loin, Pierre Mazot, le plus expérimenté des Français, gravit les marches d'un pas calme et précis. Enfin, les deux Italiens, Andrea Augioni et Roberto Gallieni, marchent derrière et palabrent vivement. Après plusieurs heures d'une ascension très escarpée, les alpinistes attaquent le rempart imposant qui ferme l'accès au col. Mais ce dernier ne résiste pas longtemps à l'ardeur des assaillants, qui débouchent alors sur un plateau baigné de chaleur. Le paysage glaciaire laisse place à des flèches dressées vers le ciel. Les aiguilles de Peutret, la pointe de l'Inominata. Les cordées progressent rapidement sur des dalles difficiles. Quand le rocher le permet, l'escalade libre est privilégiée. Les silhouettes se déplacent avec souplesse, silencieuses et concentrées, dans le chaos de la face. Quand les difficultés redoublent, les grimpeurs dégainent des pitons, des clous et des crochets. Le vacarme est assourdissant. Les blessures infligées au rocher dégagent une odeur âcre. Mazot bataille en tête contre la paroi et débloque les passages par des positions audacieuses et des clous savamment plantés. Le 11 juillet au soir, le bivouac est installé. Suspendus entre terre et ciel, les amis dînent frugalement, brûlent du tabac, évoquent leur pays, chantent et sombrent dans le sommeil, engourdis de fatigue et ivres d'altitude. Le vent du soir est tombé, et le silence s'installe dans l'obscurité. Toute la journée du 12 juillet, les 7 alpinistes affrontent le rocher sans discontinuer. À 15 heures, le second ressaut, particulièrement redouté, est franchi grâce à la témérité de Bonatti, qui a pris la tête des cordées. Ce succès permet au groupe d'atteindre le sommet de la Chandelle, formation rocheuse verticale adossée au pilier. Pour la première fois, la paroi paraît accueillante. Tous se réjouissent de leur victoire prochaine. Demain, les dernières difficultés seront franchies. On sortira par l'arête du brouillard et le pilier sera vaincu. Français et Italiens s'affairent pour monter le bivouac dans une liesse collective, tandis que Mazot et Colman choisissent d'équiper les premières longueurs du dernier ressaut pour le lendemain. Mazot est concentré sur la tâche qui lui incombe. À ses côtés, Colman lui tend les outils. Suspendu sur ses étriers, il s'efforce de garder son équilibre. Il sonde la surface du rocher. Il décèle une faille et tente d'y planter un clou. Un premier coup heurte l'acier. Alors qu'il s'apprête à asséner le deuxième, des flamèches surgissent sur le marteau. Au flanc de Colman, le paquet de mousquetons commence à chanter. Soudain, l'atmosphère devient lourde et moite. L'air est chargé d'une énergie pesante. Les signes ne trompent pas, même avec un ciel aussi limpide. Tout le monde sait ce qu'ils signifient. L'orage, le pire ennemi de l'alpiniste, surgit en quelques secondes. En montagne, face à l'orage, on préconise la fuite de toute urgence. Mais dans une falaise de 700 mètres, c'est autre chose. Une masse noire, cachée par le Mont Blanc, déferle depuis l'ouest et s'abat subitement sur le pilier. Une décharge fulgurante frappe Colman, qui s'effondre comme un automate. Mazot parvient à le réveiller dans l'urgence, sous les cris de leurs compagnons plus bas. Ils les rejoignent rapidement, tandis qu'une grêle fine et dure envahit le bivouac. Des éclairs frappent le pilier. L'orage laisse éclater toute sa fureur.
Les alpinistes sont condamnés à rester sur les vires, abrités par leurs toiles que le vent fait claquer sèchement. Ils tentent de s'accrocher à la paroi, terrifiés par le vacarme et les illuminations. À chaque coup, ils bondissent, projetés par les décharges ininterrompues. Le vent et la neige sonnent à leur tour la charge sur les victimes prostrées. Les alpinistes s'administrent des piqûres de coramine, un stimulant cardiovasculaire, pour soutenir le rythme des déflagrations. Tout le monde s'est réveillé et déchaîne sa colère contre les arrogants. Qui sont-ils pour venir le braver jusque dans ses parois les plus majestueuses ? Pour le groupe d'alpinistes, la survie commence. Séparés en deux groupes, Français et Italiens se sanglent sur les vires, leurs jambes dans le gouffre, les corps protégés par des toiles dérisoires. Durant des heures, le mont leur inflige la foudre, le vent, la neige et le gel. Les compagnons survivent péniblement, en grignotant quelques provisions lors des moments d'accalmie. En été, le mauvais temps ne dure jamais plus de 48 heures, se réconfortent les alpinistes. Alors ils attendent et subissent la colère de la montagne tout en gardant espoir. Mais au matin du 13 juillet, les éléments s'acharnent plus fort que jamais. Les rafales de neige fouettent les vêtements cartonnés par le gel. Dans ce vacarme, seul Coleman goûte au silence. La foudre l'a rendu sourd. Il assiste donc muet à l'enfer lumineux, coupé du monde des vivants. Monter, aussi paradoxal que cela puisse paraître, représente le moyen le plus rapide de fuir. C'est ce qu'écrira Bonatti dans ses mémoires quelques années plus tard. Pour lui, nulle fuite vers le bas n'est possible. La seule issue est de venir à bout du pilier, de déboucher sur l'arrêt du brouillard et de rejoindre en quelques heures le refuge Vallot. Seulement 80 mètres les séparent alors du sommet de la voie. Au cours de la 3e nuit passée dans la tempête, Maso rejoint les Italiens sous leur tente. Le Français confie ses impressions à Bonatti, qui l'écoute calmement. Après quelques brefs échanges, les compagnons font le choix tant redouté. Demain, ils descendront. Chacun est habité d'une intuition terrifiante. Mais il faut sortir de cet enfer. Le 14 juillet, le groupe se lève donc à gare et se met en branle dans une atmosphère d'épouvante, giflé par les bourrasques gelées. À 6 heures, Walter Bonatti lance la corde dans le gouffre et entame le premier appel. La plongée se fait à l'aveugle, dans la tourmente du vent et sous les chutes de poudreuse. Mètre après mètre, il dévale les rochers à toute allure, avec une concentration extrême. À chaque tronçon, le groupe rejoint l'Italien sans un mot. Malgré l'épuisement, les gestes sont méthodiques et la maîtrise parfaite. Vers 18h, ils parviennent au premier névé qui surplombe la rimaille du glacier. La quantité de neige tombée depuis 3 jours est colossale. Il faut creuser une tranchée jusqu'à la poitrine pour avancer. Après des efforts démesurés, la troupe atteint le col de Peutret, où elle décide de s'abriter dans une crevasse pour la nuit. Dehors, le mont poursuit son implacable vengeance. Dans leur prison de glace, les alpinistes tentent de se reposer malgré le sifflement strident de la bise. Leurs corps sont épuisés, noircis par le gel. Ils sont parcourus de tremblements incontrôlables. Pierre Coleman, privé de son ouïe, vit le drame muré dans son silence. Les premiers signes de défaillance commencent à poindre. Maso et Vieille grillent cigarette sur cigarette, maigre réconfort des derniers condamnés. Ils évoquent pêle-mêle le pays, la famille, les résultats du Tour de France qu'ils ne connaîtront jamais.
samedi 15 juillet, 3h30. Bonatti crie de toutes ses forces. Ils sont encore vivants dans leur tombeau, mais ils ne pourront survivre une nuit de plus dans la tempête. Et puis Coleman commence à délirer. Il faut rallier le refuge Gamba avant la fin du jour. L'itinéraire est redoutable. Descendre les rochers Gruber, une muraille de 300 mètres. Traverser l'immense champ de crevasses du glacier. Remonter un couloir abrupt pour franchir le col de l'Inominata avant de pouvoir rejoindre le refuge, 600 mètres plus bas. Sous les ordres de Bonatti, tous s'attachent à la même corde et se dirigent chancelant vers les rochers Gruber. Au cours de la procession, Antoine Vieille vacille dans la trace et se couche silencieusement. Il ne se relèvera pas. Mazo et Guillaume accomplissent en sanglotant un dernier rite funéraire pour leurs camarades. Nous entourons Antoine dans une toile de tente, son linceul, et je plante le clou où il restera attaché. C'est le plus beau tombeau. Là, au pied de son pilier. Sur la paroi, la succession méthodique des rappels reprend comme la veille. Plus rapide, ils sont maintenant délestés d'un ami. Soudain, des voix surgissent au loin dans la tempête. Sont-elles les premières hallucinations de leur folie ? Pourtant, elles semblent bien réelles. Français et Italiens s'époumonnent d'espoir et accélèrent le rythme, habités d'une énergie nouvelle. À 17h30, ils atteignent le bas de la falaise et foulent le glacier du Fresnay. Mais l'espace est vide, uniformément blanc, balayé par les mêmes rafales et sans la moindre trace de vie. Une rage mêlée de désespoir les envahit. Ils crèveront tous sur les flancs du mont. Mazo et Bonatti refusent d'en rester là. Le Français relaie l'Italien en tête de la cordée et tente de mener les survivants à travers le glacier, bataillant contre des monceaux de neige fraîche. La file s'enfonce parfois jusqu'aux épaules, dans un labyrinthe de gouffres et de ponts. Chacun titube et tombe plusieurs fois, toujours relevé par un compagnon qui, à son tour, s'effondre de fatigue. Enfin, ils atteignent le couloir de l'Inominata, dernier obstacle majeur qui offre une porte de sortie vers le refuge. Andrea Oggioni, l'avant-dernier de la file, accourt, désespéré, et hurle le prénom de Guillaume. Où est Robert Guillaume ? Personne ne sait. Robert Guillaume est seul. Il s'est perdu dans le glacier après s'être décroché, a longtemps erré, puis s'est couché. Et finalement, la tempête l'a englouti. Bonatti s'élance en tête, prudemment. Et après de longs efforts en solitaire, atteint le col vers 21h. Ne trouvant pas de point d'attache, il décide d'assurer le reste de l'équipe à la force de ses bras. Dans la tourmente, Bonatti est comme un géant fantastique gardant le passage. Il est rejoint par Gallieni, tandis que Mazo, resté en contrebas, s'efforce de soutenir Oggioni très mal en point. La décision est prise de se séparer. Bonatti et Gallieni iront chercher du secours au refuge Gamba. Mais Coleman veut rejoindre les Italiens au col. Il se retourne vers son ami Mazo et s'élance sans assurance, comme un fugitif. Mazo se retrouve donc seul avec Oggioni, qui est à demi conscient. Ils sont suspendus dans le couloir verglacé et fouettés par la tempête. Une longue agonie commence dans cette passe au nom sinistre.
l'Inominata. Andrea Oggioni divague dans les bras du Français. Il ne faut pas s'endormir. Oggioni lui parle en italien de sa moto, qu'il a laissée à Portofino, et de Monza, où il travaille, avant de mourir dans un dernier souffle. Désormais, Maso est seul, face à la paroi et face à lui-même. Dans un élan désespéré, il tente de se hisser sur la corde laissée là par Bonatti. En vain. Le clou saute et il chute de plusieurs mètres. L'attente recommence sur la potence gelée. Bonatti pense à sa vie, mais aussi à Coleman. La montagne a-t-elle tué son ami ? Crucifié sur sa paroi, Maso attend la sentence du mont pendant de longues heures, assoiffé et meurtri par le gel. Finalement, les secours arrivent. Bonatti a réussi à atteindre Gamba. Maso, à demi-mort, est porté jusqu'au refuge, où il retrouve Bonatti et Gallieni, les derniers rescapés de la cordée. J'ai retrouvé Walter et il m'a dit « Et Oggioni ?» Je lui ai répondu « Il est mort. » Et moi, dans une sorte de relance, je lui ai dit « Et Coleman ?» Walter m'a dit « Il est mort. » Muré dans son silence, Pierre Coleman avait sombré dans la folie. Quelques heures avant de parvenir au refuge, la névrose avait fini de le consumer. Il s'en était pris aux deux Italiens, cherchant à les faire chuter. Ces derniers l'avaient tenu à distance, mais craignant de ne plus pouvoir avancer et de voir leur chance de survie disparaître pour de bon, s'était résolu à l'abandonner, espérant revenir plus tard avec une équipe de secours. Mais il était déjà trop tard. Coleman agonisait quand les guides de Courmayeur étaient arrivés. Dans les semaines qui suivirent, de nombreuses expéditions se précipitèrent à son assaut. Après une première tentative infructueuse, 2 cordées en sortirent victorieuses. Seulement 1 mois et demi plus tard, le 29 août 1961. Le drame, resté dans la légende, a porté cette voix maudite sur un piédestal. Le Freinet est resté une marque dans ma vie. Je revois Coleman, Vieille, et tous ces jeunes types que j'avais amenés à la montagne. Quand on est vieux comme moi, on vit avec ses souvenirs. Ces types sont morts jeunes, là où ils souhaitaient mourir. C'est dramatique de perdre des jeunes gars de 25 ans, mais quand je pense à ça, il y a un certain repos. C'était La Vengeance du Mont, un récit adapté de l'ouvrage La montagne se souvient de Mailleul et Aubin Aldebert, publié aux éditions du Rocher. Tout de suite, retrouvons Mailleul et Aubin qui nous racontent les coulisses de cette aventure. Bonjour Aubin. Bonjour Mailleul. Tu es le co-auteur du livre La montagne se souvient, paru aux éditions du Rocher, et dont le récit que nous venons d'entendre est tiré. Tu es aussi mon frère. Est-ce que, Aubin, l'alliance entre Italiens et Français s'est vraiment faite si facilement ? Alors, il semble que oui. D'ailleurs, selon les témoignages de Maso et Bonatti, elle se fait dans un éclat de rire et avec beaucoup de joie. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Maso lui-même reconnaît dans ses récits que la période choisie pour l'ascension était plus ou moins favorable, car il savait Bonatti, qui était l'un de ses concurrents, dans les Andes, occupé à gravir des sommets indomptés. Et c'est Bonatti qui déclare aux Français qu'ils sont les premiers à vouloir le gravir et que par conséquent, il leur laisse la priorité.
Finalement, ils se mettent d'accord pour gravir le pilier ensemble. Il faut vraiment comprendre que Bonatti jouit d'une immense réputation à l'époque, donc si on y va avec Bonatti, ça devrait bien se passer. C'est très sport de sa part de laisser les Français partir en premier et très fair-play de la part des Français d'accepter une cordée unie. Exactement. Bonatti est vraiment l'un des principaux prétendants à l'ascension à l'époque. Oui, alors il l'avait déjà tenté en 1959 avec Oggioni et Gallieni, mais il n'était pas parvenu au sommet. Il s'était arrêté au premier ressaut. Il avait été obligé de redescendre par manque de matériel. Il avait laissé un peu de matériel en dessous de la voie pour pouvoir la gravir plus facilement, matériel qu'il va récupérer lors de cette ascension que nous racontons. On compte également une deuxième tentative, en juin 1960, par une cordée française, dont Mazot. Mais le mauvais temps les a empêchés de dépasser les rochers Gruber. Alors pourquoi le pilier central du Fresnay fascine-t-il autant à l'époque ? Le pilier central du Fresnay, c'est l'une des dernières grandes voies invaincues du Mont Blanc. Il est situé dans la face sud, sur le versant italien, entre les deux arêtes donc de l'Inominata et de Petré, qui sont d'ailleurs deux voies mythiques. C'est une voie rocheuse depuis le glacier supérieur du Fresnay, une véritable pyramide de 700 mètres de haut, qui atteint en son sommet l'arête du Brouillard, quasiment le sommet du Mont Blanc. C'est une escalade vraiment très difficile, en particulier il y a une formation rocheuse que l'on nomme la Chandelle, qui est un ressaut d'une 60aine de mètres. C'est vraiment une colonne de granit complètement verticale. Alors pendant l'accident, on a parlé dans le récit de ce moment où les alpinistes entendent des voix et croient être en présence de secours. Est-ce que ce sont des hallucinations ou est-ce que réellement il y avait des secours non loin ? Non, ces voix sont réelles. D'ailleurs, ils les entendent quand ils parviennent sur le glacier du Fresnay, après les derniers rappels dans les rochers Gruber. Il s'agit en fait d'une caravane de secouristes qui est venue au secours des alpinistes, mais ces derniers n'ont pas imaginé que les survivants soient descendus aussi bas, étant donné les conditions, et d'autant plus qu'ils les pensent plus haut vers le col de l'Inominata, donc sur un autre itinéraire de descente. De là où ils sont, ils ne peuvent atteindre les alpinistes. Eux-mêmes, les secouristes, on ne sait pas s'ils ont entendu la cordée de Bonatti et Mazot, et puis ils étaient séparés d'eux d'une falaise, donc il était impossible pour eux de les rejoindre. À un autre moment de cette terrible errance, les alpinistes s'administrent des piqûres de coramine, c'est un stimulant cardiovasculaire, pour soutenir le rythme des déflagrations. Est-ce que c'est courant ? Est-ce qu'aujourd'hui, on fait ça encore ? Oui, alors il s'agit de la coramine glucose, donc c'est un stimulant, comme tu dis, cardiovasculaire, qui est essentiellement utilisé dans des états de fatigue intense et qui est censé de redonner un bon coup de boost de l'énergie, notamment dans des situations extrêmes. Donc, peu utilisé, il sert aussi également à faciliter l'acclimatation à haute altitude. Mais aujourd'hui, c'est considéré comme un produit dopant. Oui, exactement. D'ailleurs, le monde sportif l'interdit en compétition. Mazot a écrit ses mémoires par la suite. Quelle place prend cette expédition au pilier central du Fresnay dans ses mémoires ? En effet, dans ses mémoires, il raconte, plus généralement, il raconte ses différentes ascensions, son début de carrière d'alpinisme, toutes ses premières, ses expéditions aussi internationales. Donc c'est un livre qui retrace vraiment toute sa vie d'alpiniste. Et le drame du Fresnay occupe vraiment une place centrale dans celle-ci. On peut vraiment parler quasiment de pivot dans sa carrière d'alpinisme. Lui-même, d'ailleurs, le reconnaît, c'est un moment où tout bascule. Tout d'abord, c'est un immense drame qu'il vit. C'est la première fois qu'il perd directement autant de compagnons. Mais c'est également le commencement d'une seconde carrière. À l'issue de cet épisode, tout d'abord, Mazot lie une amitié très profonde avec Bonatti, mais également avec la communauté des alpinistes d'Europe. Pour lui, c'est comme le début d'une carrière un peu plus internationale. En effet, les survivants du Fresnay vont être très bien entourés par cette communauté des alpinistes. Et Mazot va faire de nombreuses rencontres avec des alpinistes avec lesquels il ira gravir davantage de sommets, des Italiens, des Anglais, des Allemands. Des Américains. Exactement. Et d'ailleurs, il dit lui-même qu'il forge dès à présent sa propre conception de l'alpinisme et il trouve un certain réconfort dans ces alpinistes étrangers, davantage d'ailleurs qu'en France, où il sent peser les critiques sur le drame, un manque de préparation, différentes critiques qui ont été faites à l'issue. Justement, on va en parler. Bonatti, dans ses mémoires, écrit aussi « Ils sont morts en hommes purs, pour un idéal pur, dans le respect d'une éthique. C'est un exemple qu'on n'a pas le droit de profaner, et moins encore de contaminer par de semblables exemples. » Pourquoi les autres expéditions ont été mal vécues ? Pourquoi il y a eu une intense polémique après l'accident et après les autres expéditions ?
Les survivants vivent très mal les expéditions suivantes parce qu'elles vont s'enchaîner à un train effréné dans une dynamique vraiment de compétition qui est inarrêtable. Et ce qui est assez surprenant, c'est que finalement le drame du Freinet va mettre un coup de projecteur véritablement sur cette voie. Tout le monde se bat pour la voir et finalement oublie un peu les survivants qui, eux, sont en pleine convalescence, qui désirent y retourner pour en faire la première, un peu en hommage à leurs camarades morts sur le Freinet. Et quand est-ce qu'il est vaincu, finalement, ce fameux pilier central du Freinet ? Le pilier est vaincu le 29 août 1961, donc quelques semaines après le drame. D'ailleurs, les circonstances de cette journée sont assez particulières. Ce sont 3 cordées qui se disputent le sommet, une franco-italienne de 3 alpinistes dirigée par le célèbre René de Maison, et puis une de 2 alpinistes britanniques dirigée par Bonington, et enfin une de 2 Polonais. Donc on est toujours dans cette compétition. La cordée de Maison rattrape la cordée Bonington au sommet de la chandelle, et puis la suite est un peu confuse. Visiblement, l'ascension se serait poursuivie à plusieurs, ou du moins dans une cordée réunie, bien que les Anglais parviennent au sommet les premiers. Dès lors, De Maison revendique la victoire, une victoire commune au sein d'une cordée internationale. Il affirme lui-même que sa cordée, d'ailleurs, était plus rapide que celle des Anglais, mais qu'il aurait ralenti son rythme pour continuer l'ascension tous ensemble, pour ne pas avoir d'esprit de compétition. Bonington, lui, affirme être arrivé les premiers. Par la suite, on a une véritable dispute par article de presse interposé. Chacun y va de son témoignage, et cela implique même le club alpin français, d'ailleurs dont le président prend parti pour la cordée de Maison. Et les survivants, eux, Mazo, Bonatti, assistent en tristes spectateurs. Exactement, ils sont véritablement ulcérés. Mazo, d'ailleurs, présente lui-même sa démission du club alpin français en décembre 1961 dans une lettre qu'il adresse au président. Où il affirme, je l'ai sous les yeux, « On ne cautionne pas une attitude qui consiste à grimper sur des cercueils ». Comment les survivants vivent toutes ces polémiques ? Alors, ils les vivent très mal, mais surtout ce qu'ils ont du mal aussi à vivre, c'est le grand retentissement médiatique qu'a le drame, et puis les différentes critiques qui naissent, notamment sur potentiellement un manque, une forme de lâcheté, le fait qu'ils auraient abandonné leurs camarades, ce qui n'est évidemment pas vrai, et puis Bonatti, qui est, il faut vraiment le comprendre, considéré par certains à l'époque comme le plus grand alpiniste du monde, et lui-même critiqué, puisque certains disent de lui qu'il n'aurait pas sauvé les autres et qu'il aurait sauvé sa peau. On lui reproche cela, et d'ailleurs il ne sera même pas invité aux obsèques d'Andrea Oggioni, qui est quand même un de ses meilleurs amis, et puis vraiment son cher compagnon de cordée. Alors Mazo et Bonatti, en revanche, eux sont restés très proches, ils se sont serrés les coudes, et Mazo nous a même confié, qu'on est allé voir tous les deux pour le livre, nous a même confié que juste avant la mort de Bonatti, il était avec lui dans les Alpes à faire une dernière randonnée entre 2 compagnons de cordée. Merci Aubin pour cet échange. Merci Mayol. La conquête des Alpes est une série originale du Figaro, adaptée du livre La montagne se souvient de Mayol et Aubin Aldebert, publié aux éditions du Rocher. Coordination Haute-Cérès, production Lacmé, narration Salomé Boulet, prise de son Louis Chabin, réalisation et mixage Léo Westphal.